En janvier 2026, ChatGPT compte plus de 800 millions d'utilisateurs actifs, lui permettant de se hisser dans le top 5 des sites internet les plus visités dans le monde. Pour vous donner une idée, il n'y a que Google, YouTube, Facebook et Instagram devant lui. Des millions de personnes utilisent donc ChatGPT pour résoudre leurs problèmes au quotidien. Si je ne peux pas me permettre un vrai coach sportif, je peux demander à ChatGPT de me générer un programme complet ou bien de m'aider à bien faire les exercices. Je prends le poids et en gros, juste je le soulève avec ma paume de main, c'est ça? Exactement, c'est ça. Tu tiens le poids, tu le pousses au-dessus de ta tête avec ta paume vers l'avant et tu redescends tranquillement. Si j'ai du mal à me décider sur quoi porter et que je n'ai pas accès à un styliste, je peux demander à ChatGPT de me donner des idées d'outfit. Salut, bah en fait, tu vois, j'ai acheté ce manteau-là, mais je sais pas exactement avec quoi le mettre en gros comme bas. Donc est-ce que tu peux me donner des conseils, s'il te plaît? Tu pourrais le porter avec un jean foncé ou un pantalon noir pour équilibrer les couleurs. Ok, bah je vais te montrer un pantalon que j'ai acheté. Donc c'est ce pantalon-là, tu vois, un peu oversize, comme ça. Si j'ai une quelconque question à laquelle j'aimerais trouver une réponse et que je n'ai pas forcément envie de me casser la tête à chercher la réponse, je peux demander à ChatGPT de me la donner. Dès que j'ai un doute ou dès que je vais avoir quelque chose dans ma vie qui me bloque un peu, plutôt que de chercher vraiment la solution, je vais tout de suite demander à ChatGPT. Et même si j'ai un chagrin d'amour et que je viens de me faire quitter par ma partenaire, je peux en parler à ChatGPT afin qu'il me calme, nous rassure et peut-être même m'aider à la reconquérir. Le 3 mars dernier, je me suis fait quitter. Je me suis dit, bah, je vais raconter mon histoire à ChatGPT, voir ce que lui peut me conseiller. Et en gros, bah, du coup, j'ai parlé. Et en fait, c'est lui-même, je crois, qui m'a dit de faire une lettre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Toutes ces solutions que ChatGPT apporte aux problèmes que vous rencontrez dans la vie de tous les jours ont juste pour but de vous faciliter la vie et de la rendre moins pénible. Et tout ça, quasi gratuitement. Alors, quel est le problème avec ChatGPT ? Si vous remarquez bien, dans la majorité des milieux académiques, que ce soit à l'école ou à l'université, un certain schéma se dessine sur la façon de transmettre la connaissance. Et ce schéma, il peut être décrit en 3 étapes. Il y a d'abord la phase de la théorie, où l'enseignant arrive dans la salle de cours ou à l'amphithéâtre, puis commence à parler du sujet concerné. Il énonce des théorèmes, démontre des formules, vous donne des citations, etc. C'est un peu votre premier bain dans ce nouveau sujet ou dans cette nouvelle matière que vous abordez. Pendant cette phase, votre cerveau encode l'information qu'il est en train de recevoir pour la première fois. Il faut savoir que le cerveau, c'est un vaste réseau de neurones interconnectés qui communiquent entre eux par les signaux électrochimiques. Pendant l'apprentissage, 2 zones travaillent ensemble. Le cortex préfrontal qui est impliqué dans l'attention, les fonctions exécutives et le raisonnement, et l'hippocampe qui, lui, est responsable de l'encodage des nouvelles informations. Pendant cette première phase de théorie, ces 2 zones sont fortement sollicitées. Cette activité se traduit par une augmentation de l'activité neuronale, elle-même caractérisée par la propagation de potentiels d'action et la modification des connexions synaptiques. Le cerveau rentre alors dans une phase de plasticité synaptique. La plasticité synaptique, c'est la capacité du cerveau à modifier la force et la structure des connexions entre neurones en fonction de leur activité. C'est elle qui permet au cerveau de s'adapter, de se réorganiser après des lésions comme la plasticité cérébrale et de se souvenir. C'est là où la deuxième phase rentre en jeu, la pratique. Quand votre prof vous demande d'utiliser une formule pour faire un certain calcul, de vous servir d'un théorème pour démontrer une certaine hypothèse, ou alors de reproduire et d'annoter un schéma que vous avez vu en cours, c'est pour obliger votre cerveau à aller chercher l'information qu'il a stockée lors de la première phase, autrement dit, la phase théorique. La première fois que vous avez fait du vélo, votre cerveau était en surcharge. Vous deviez penser à l'équilibre, pédaler avec le bon rythme, diriger le volant, etc. Mais après quelques semaines, vous arrivez à monter sur le vélo sans réfléchir. Votre corps s'équilibre tout seul, vous arrivez à rouler en parlant, à rouler à une main, ou même sans les 2 mains tout en gardant l'équilibre. Félicitations, c'est devenu automatique. Quand vous appreniez à lire, au début, vous commencez par apprendre les différentes lettres de l'alphabet. Ensuite, on vous apprend à lire des syllabes simples, avant de passer aux mots, au groupe de mots, puis par des phrases. Et tout ça vous demandez un certain effort intellectuel, non seulement pour lire, mais aussi pour comprendre le sens. Aujourd'hui, vous pouvez lire et comprendre une phrase sans fournir le moindre effort. C'est devenu naturel et automatique. Et ça, c'est grâce à la 3e partie du cerveau qui nous intéresse ici. J'appelle les ganglions de la base. Le rôle est simple,
Transformez vos efforts intellectuels répétés en automatisme, de telle sorte que vous n'ayez plus besoin d'y penser ou de réfléchir pour réaliser ces tâches. On voit alors ici l'importance de la pratique dans le processus de l'apprentissage. C'est le mécanisme qui nous permet réellement d'assimiler les concepts théoriques et de bien les ancrer dans notre cerveau. Ceci dit, il manque encore une troisième étape dans le processus pour couronner le tout. Après vous avoir donné des exercices à faire à la maison ou en classe, peu importe, afin d'appliquer les notions théoriques qu'il a énoncées en cours, votre prof présente généralement la solution des exercices au tableau. Cette séance de correction est une occasion pour vous de revoir comment vous avez traité l'exercice et d'évaluer votre niveau de compréhension en comparant votre travail avec la bonne solution du prof. Cette étape renforce donc les informations correctes encodées dans votre cerveau pendant la théorie et la pratique. Quand vous faites un examen et que vous recevez les résultats, c'est là aussi une occasion qui est offerte à votre cerveau pour s'auto-évaluer, voir quelles informations ont été bien enregistrées et lesquelles ont été mal assimilées. Et cette auto-évaluation, elle est cruciale. C'est elle qui permet aux ganglions de la base de renforcer les bonnes connexions et de supprimer définitivement les mauvaises. C'est l'étape de la métacognition. Et naturellement, toutes ces étapes demandent un certain effort de votre part pour atteindre votre objectif, c'est-à-dire apprendre. En réalité, tout ce processus peut être résumé en un seul mot: l'effort. Il faut de l'effort pour que votre cerveau restructure l'information brute qu'il a reçue sous une forme plus adaptée à ce qu'il sait déjà ou à ce que vous avez déjà vécu. En somme, il faut de l'effort pour intégrer toute cette information à vos propres schémas mentaux. Il faut de l'effort pour que votre cerveau puisse aller chercher la bonne information pour répondre à une question bien précise. Il faut de l'effort pour que votre cerveau supprime les mauvaises informations qu'il a stockées et qu'il se mette à jour. Et vous me voyez sûrement venir, tout ce processus d'apprentissage, toute cette recette qui permet au cerveau d'acquérir de nouvelles informations et de développer de nouvelles compétences, elle est complètement sabotée par l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une certaine manière. En 2025, une équipe de chercheurs du MIT a publié une étude intitulée Your Brain on ChatGPT. Leur étude, ils ont donc demandé à des personnes, au nombre de 54, qu'ils ont séparées en 3 groupes différents, de faire une rédaction. Le premier groupe, qu'ils ont nommé le LLM Group, utilisait exclusivement ChatGPT. Et pour ceux qui ne le savent pas, LLM signifie Large Language Model et ça représente tout ce qui est Claude, Gemini, ChatGPT, etc. Le deuxième groupe, lui, avait le droit d'utiliser Internet, Google, etc. comme ils veulent, mais l'utilisation de LLM était strictement interdite. Ils ont donc appelé ce groupe le Search Engine Group. Et finalement, le troisième groupe qui n'avait droit à aucune ressource extérieure, juste leur cerveau. On les appelle donc le Brain Only Group. Ils ont fait 3 sessions d'écriture dans cette configuration, puis une dernière session où le LLM Group, c'est-à-dire le groupe qui avait droit à ChatGPT, n'avait plus droit à rien et devait cette fois travailler uniquement avec son cerveau. Ils ont appelé ce groupe le LLM to Brain et de notre côté, le groupe qui n'avait droit à aucune ressource extérieure a maintenant droit à ChatGPT et toutes sortes de LLM. Ce groupe s'appelle donc le Brain to LLM. Pendant les sessions de rédaction, ils ont utilisé l'électroencéphalographie pour enregistrer l'activité cérébrale des participants afin d'évaluer leur charge cognitive et leur engagement cognitif. L'engagement cognitif, c'est le niveau d'implication mentale d'une personne dans une tâche, c'est-à-dire à quel point elle réfléchit activement, analyse et essaie de comprendre ce qu'elle fait. Par exemple, le fait de juste essayer de mémoriser une formule mécaniquement implique un engagement cognitif faible, contrairement au fait d'essayer de vraiment comprendre pourquoi la formule fonctionne. Là, l'engagement est élevé. Et la charge cognitive, c'est la quantité d'effort mental que le cerveau doit fournir pour comprendre une information ou réaliser une tâche. Quand une tâche demande beaucoup d'informations, de mémoire ou de réflexion, la charge cognitive est élevée. Par contre, quand elle est simple ou familière, la charge cognitive est faible. Résoudre un problème de mathématiques ou de physique, ça implique une charge cognitive beaucoup plus élevée que le simple fait de lire un livre de science-fiction dans ta langue maternelle. L'analyse des électroencéphalogrammes des 54 participants et la correction des rédactions produites ont révélé les résultats suivants. Le groupe qui avait droit au LLM avait une activité cérébrale beaucoup moins élevée que les autres groupes, à savoir le Search Engine Group et le Brain Only Group. Ils avaient aussi une connectivité cérébrale plus faible et un niveau d'engagement cognitif très bas. Et ce n'est pas tout, ils avaient également plus de mal à se souvenir des informations, ils avaient fourni un travail de moins bonne qualité et en plus avec une façon d'écrire beaucoup moins originale, assez générique, avec un certain schéma qui se répète à peu près partout. Et même à la dernière session de travail, quand ils ont privé le LLM Group de ChatGPT et qu'ils leur ont demandé d'utiliser uniquement leur cerveau, le résultat n'avait pas changé. Ils présentaient toujours une activité neuronale faible, ce qui signifie qu'il y a un réel effet persistant sur notre cerveau avec le temps. En vivant ensemble dans notre société, en communauté, on développe des compétences ou bien des habiletés qui, même si nous ne nous en rendons pas compte, facilitent notre cohésion et notre vivre ensemble. D'ailleurs, ce vivre ensemble, c'est un besoin
fondamental de l'être humain, le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance à une famille, le besoin d'amour, d'amitié, d'attention, le besoin de se sentir aimé, le besoin d'appartenir à un groupe. Et pour remplir cet aspect primordial à sa survie, l'être humain a besoin de son prochain. Il a besoin d'une communauté. Et il y a des règles qui régissent cette vie en communauté pour qu'elle se passe bien. Il y a un certain comportement à avoir, une certaine façon de se comporter pour qu'aucun membre de la société ne sente que sa liberté est restreinte ou bafouée. Ces règles en question, qui se traduisent par des compétences sociales, eh bien elles ne s'apprennent ni à l'école, ni sur Internet. Ce sont des habiletés que l'on développe qu'avec de l'expérience en société. Elles ne s'acquièrent pas seulement en théorie, mais s'ancrent dans l'action. C'est au contact de l'autre que l'on apprend à écouter son prochain, à comprendre son point de vue et à le respecter. C'est au contact de l'autre que l'on apprend à défendre ses idées tout en restant ouvert à celles des autres et apprendre à les intégrer lorsqu'elles sont plus pertinentes. C'est au contact de l'autre que l'on apprend à développer notre intelligence émotionnelle, nous permettant d'avoir une meilleure maîtrise de nous-mêmes et donc de mieux communiquer, de gérer le stress et de résoudre des conflits. C'est au contact des différences de l'autre, de ses émotions, que se cultive la patience, l'altérité, la capacité à coopérer. Or, l'intelligence artificielle s'occupe déjà de beaucoup de tâches sociales allant dans ce sens. Quasiment plus personne n'écrit ses mails sans faire recours à l'IA, et il en est de même un peu partout, dans les conversations professionnelles, les négociations de contrats, la résolution de conflits, etc. Et pire encore, l'IA s'invite de plus en plus dans les relations plus personnelles, comme les relations amoureuses. Lorsqu'un problème survient dans un couple maintenant, ce n'est plus à un proche que l'on se confie pour qu'il nous donne son avis, ses conseils. Ce n'est plus nous-mêmes qui prenons le temps de réfléchir à la situation, de comprendre la problématique et d'essayer de la résoudre avec la personne concernée. Non, on fait recours à ChatGPT pour qu'il nous donne des conseils, pour qu'il nous guide sur comment nous sentir, comment agir, et pire, quoi dire exactement à son ou sa partenaire. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais en refusant systématiquement de nous mettre dans des situations gênantes comme celle-ci, puis de nous en sortir nous-mêmes, on perd progressivement notre humanité, ce qui nous définit en tant qu'être humain. En confiant toutes ces tâches à l'IA, on se débarrasse de toute occasion de nous entraîner à supporter l'inconfort dans nos relations interpersonnelles. Peut-être pour nous qui avons nos personnalités déjà fondées et solidifiées, c'est probablement moins grave parce que nous les avons bâties avant l'arrivée de ces IA conversationnelles. On a appris à connaître l'inconfort, savoir le subir, connaître la frustration qui y réside, savoir se maîtriser et apprendre à s'en sortir. Mais pour les générations qui arrivent et qui risquent de baigner très tôt dans ces outils, je n'ose pas imaginer l'impact que cela aura sur leur développement social. Si, à chaque fois que l'enfant ou l'adolescent a un problème dans sa vie, va faire recours à l'IA pour le régler, quand est-ce qu'il aura l'occasion de gérer lui-même ses conflits ? Quand est-ce qu'il aura l'occasion d'apprendre à gérer l'inconfort? Au-delà de ça, l'IA peut lui donner l'impression que rien ne doit jamais lui être privé ou personne ne doit jamais lui être opposé. Lorsqu'il a besoin d'une information, il doit l'avoir. Lorsqu'il a besoin d'aide sur un exercice, il doit l'avoir sur le champ, quelle que soit la situation. Il n'a donc aucune occasion de travailler sur sa patience, ce qui peut être catastrophique dépendamment du tempérament de l'enfant. Cela peut être comme une véritable bombe à retardement. Imaginez un enfant qui grandit dans ces conditions-là, la première fois qu'il va connaître la frustration à 18 ou 20 ans. La situation peut vite dégénérer parce qu'il n'a pas eu l'occasion de développer les mécanismes nécessaires pour gérer ce genre d'émotions. L'intelligence artificielle est un outil génial qui constitue une véritable démonstration de la capacité intellectuelle du génie créateur de l'être humain. Parce que ne l'oublions pas, cette technologie que nous utilisons tous aujourd'hui, c'est le résultat de dizaines d'années de recherche scientifique, de réflexion et d'efforts de gens qui se sont décarcassés jour et nuit et pour certains ont dédié toute leur vie à cela pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier de cette avancée technologique extraordinaire. Ce sont donc des cerveaux humains qui ont réussi à mettre en place cet outil, ce qui constitue une véritable preuve que l'intelligence humaine peut réaliser des choses exceptionnelles lorsqu'il est bien entretenu. Notre cerveau est incontestablement notre plus grande force en tant qu'être humain. C'est ce qui nous permet de faire de la recherche, de créer de nouvelles choses et de faire évoluer notre civilisation. Et en dédiant toute tâche de réflexion et tout travail intellectuel à l'intelligence artificielle, on risque de rendre notre cerveau beaucoup moins performant. Alors peut-être que ce ne sera jamais le cas. Peut-être que l'intelligence artificielle ne menace pas véritablement l'intelligence humaine. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre quelques années, peut-être quelques dizaines d'années pour réellement analyser les impacts de cette technologie sur notre capacité à raisonner, à réfléchir. Mais une chose est sûre, si cet impact est réel, nous fonçons tout droit vers le déclin de notre société. Parce qu'une société où les gens ne savent plus réfléchir, où les gens ne savent plus comment bien utiliser leur cerveau parce qu'habitués à tout déléguer à l'IA, rajoute à cela une société où les gens ne savent plus comment gérer leurs relations interpersonnelles, leurs émotions
je vous laisse faire votre propre scénario du film. J'espère tout de même qu'on n'en arrivera pas là et que l'utilisation de cet outil aussi puissant sera plus encadrée et que les gens seront mieux formés à son utilisation. Et dans seulement ces conditions, je pense que cette promesse de l'IA étant un partenaire de l'être humain lui permettant de construire un monde meilleur sera là un objectif réaliste et atteignable. Merci à tous, c'était Tijani.